Bonjour, Alain Sennepin qui vous parle de la première guerre du Pacifique, la guerre des cachalots contre les baleiniers au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous portons un nouvel éclairage sur le roman Moby Dick. Le roman Moby Dick d'Herman Melville est publié à l'automne 1851, après une rédaction de 18 mois. Il est au sens propre un précipité, dans le sens chimique du terme, de la première guerre du Pacifique. Il en est l'un des produits les plus importants du côté des êtres humains. Cette guerre, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, a produit de nombreuses légendes et Moby Dick en est l'expression la plus concentrée, la légende des légendes. Si Moby Dick est un point d'arrivée, un précipité, un point d'arrivée de la première guerre du Pacifique en tant que phénomène historique, il est aussi un point de départ de son influence, à la fois discrète et importante, jusqu'à nos jours et au-delà. Herman Melville n'a bien sûr pas conscience de la première guerre en tant que telle, il n'imagine pas une organisation collective des cachalots, et pourtant, son roman est perlé littéralement d'allusions, apparemment plus ou moins subconscientes, à cette guerre, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ordinairement, on considère que Moby Dick est l'histoire de la chasse obsessionnelle d'un cachalot blanc par un capitaine fou, le capitaine Ahab. C'est vrai, c'est ce qui apparaît, je dirais, dans l'écume des choses, dans les eaux de surface, mais ça n'est pas ce qui est dit réellement. Ce que présente Melville, nous dirons dans les eaux profondes de son roman, c'est ce que les Grecs appelaient une gigantomachie, c'est-à-dire une guerre des dieux contre les titans, où les dieux sont interprétés par les forces naturelles, dont les cachalots, et les titans sont les baleiniers. Ahab en particulier est présenté soit comme un titan, soit comme un pharaon, les pharaons qui harponnent les hippopotames par exemple. En tant que titan, il est présenté comme un Prométhée ou comme un concepteur de créatures prométhéennes. Il demande à son charpentier de lui confectionner un harponneur géant de 15 mètres de haut, avec une fenêtre visuelle au sommet de la tête, un cerveau de 1000 mètres carrés, et à son forgeron un harpon qui lui correspond et qui a à peu près la puissance d'une bombe atomique. Les dieux, ce sont non seulement les cachalots, mais aussi l'océan lui-même, les vagues, les phénomènes naturels comme les typhons, les maelströms, ainsi que d'autres éléments de la faune marine. Dans la mythologie grecque à laquelle se réfère Melville, en l'occurrence, il y a une différence fondamentale entre des récits comme l'Iliade, par exemple, qui illustre la guerre de Troie, où les dieux sont extrêmement divisés entre les Grecs et les Troyens, et où leurs alliances sont évolutives, au moins pour certains d'entre eux, et une gigantomachie, où les dieux sont du côté de l'ordre, et les titans sont du côté du chaos, et ce sont les titans qui perdent. Alors pour Moby Dick, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les éléments naturels, l'océan, les vagues, les oiseaux, les requins, les éléments climatiques comme les typhons, sont systématiquement du côté de Moby Dick, compliquent la tâche du Pequod et de son équipage et facilitent la tâche du cachalot blanc. Et le plus grand allié et le plus puissant aussi du cachalot blanc, c'est le soleil. Alors pour dire les choses très simplement, le soleil fait preuve de compassion vis-à-vis des cachalots morts, fait preuve de joie quand
les baleinières sont détruites. Achab est souvent en colère contre lui. Et le roman commence dans une obscurité opaque et profonde et se termine dans une lumière étincelante. La véritable chasse n'est pas celle d'Achab qui poursuit Moby Dick, mais l'inverse en réalité. Et il s'agit là d'une stratégie de long terme, sur des mois, voire un an, et à l'échelle de l'océan mondial. Quand le Pequod est encore à quai, Moby Dick est déjà en chasse. Et en référence à des mythes, comme les mythes indiens par exemple, le cachalot blanc se livre de fait à un véritable barattage de l'océan qui va dessiner des courants et des courants d'itinéraire. C'est-à-dire que le Pequod, en réalité, croit savoir où il va, mais est en réalité aspiré jusque vers une gueule magnétique où il sera engouffré. Tout ce que fait Moby Dick, le cachalot blanc, pendant 362 jours, c'est créer les conditions d'un maelstrom au cours des 3 derniers jours et notamment au cours du 3e jour de ceux-ci. Alors pour ce faire, le cachalot blanc utilise des auxiliaires qui vont attirer le Pequod vers lui. Le cachalot blanc dans le roman n'est pas vu en tant que tel au cours des 132 premiers chapitres. On en parle beaucoup, on raconte ses exploits, mais lui-même n'est pas vu en tant que tel. Par contre, le Pequod poursuit des indices, comme notamment des souffles de cachalot qui n'apparaissent que la nuit. Et ceux-ci apparaissent d'abord dans l'océan Atlantique, puis dans l'océan Indien, dans une course qui apparaît logique pour le Pequod vers l'océan Pacifique, où il compte rencontrer le cachalot blanc. Parmi les signes qui sont fournis à l'équipage, il y a un calmar géant qui est présenté avec des dimensions encore beaucoup plus considérables que ce que l'on sait des calmars géants réels. Après que le Pequod ait franchi le cap de Bonne-Espérance et se situe, disons, à peu près entre Madagascar et la Réunion. Et une lecture attentive du texte montre que peu avant, un de ces souffles, les souffles spectraux, les souffles fantômes, était apparu, ce qui signifie que ce calmar n'est pas apparu à la surface de lui-même, il n'est pas apparu de sa propre initiative, il a été guidé là par un des auxiliaires du cachalot blanc. Lors des chapitres 133 à 135, le cachalot blanc apparaît en tant que tel, se lance dans l'action et cherche à détruire Achab uniquement dans un premier temps, au chapitre 133 par exemple. Et dans un deuxième temps, constatant qu'il n'a pas d'autre solution que d'engager une action à plus vaste échelle, il va couler le Pequod, ce qu'il ne souhaitait manifestement pas faire dans un premier temps. À chaque fois, Achab a le choix entre continuer la guerre, une guerre obsessionnelle, ou une paix des braves. Il choisit systématiquement la guerre obsessionnelle à des dizaines de reprises. Et il entraîne tout son équipage vers son destin. La première guerre du Pacifique est présente à un double niveau, en cela que le cachalot blanc est un être collectif, qu'il regroupe les particularités des cachalots combattants, et que également il s'apparente à l'océan entier. Il est le maître des typhons, il est le maître des maelstroms, et il convoque
aussi bien Morcane que le Mochadik balafré des années 40 que nous avons évoqué dans des vidéos antérieures. L'élément de l'océan mondial est absolument crucial dans cette affaire parce que les souffles spectraux sont probablement en réalité des centaines et ils dessinent un itinéraire discret qui manifeste bien une stratégie de grande échelle et de long terme à l'initiative des cachalots sans que les baleiniers se rendent compte de quoi que ce soit. La clé de voûte de toute cette affaire, c'est le Japan Ground. Comme nous l'avons évoqué dans des vidéos antérieures, le Japan Ground est un secteur du Pacifique qui a été efficacement protégé par l'armée des cachalots au cours de cette guerre entre le 5 avril 1820 et le 26 janvier 1862, pour dire les choses clairement, et qui est resté avec une population importante jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à l'automne 1945. Et il apparaît que dans le roman, le cachalot blanc est le gardien attitré du Japan Ground et tout ce qui se passe d'important se passe dans ce secteur. La destruction des mâts du Pequod, l'arrachage de la jambe d'Akab par le cachalot blanc et bien sûr la scène terminale, en passant par le typhon qui est une sorte de cachalot électrique qui est sécrété littéralement par le cachalot blanc qui se situe à ce moment-là un peu plus à l'est au niveau des îles Gilbert, sur l'est des Kiribati, et qui fait même écho à un tableau qui est montré au tout début du roman, au chapitre 3, dans l'auberge dite de l'auberge du souffleur, donc référence déjà à un premier souffle spectral avant toute action officielle, et où on a beaucoup de mal à reconnaître un cachalot à travers un nuage noir, et qui illustre à la fois le typhon et, à mon avis, à ce que j'ai compris, le cachalot balafré de 1842 qui est en quelque sorte symbolisé en typhon par Melville. Or, comme nous l'avons indiqué précédemment, tout ce qui se passe dans le Japan Ground a été dûment préparé par le cachalot blanc et surtout ses auxiliaires, d'autres cachalots qu'il a lui-même invités à agir, à borner le temps et l'espace sur un itinéraire précis de l'océan mondial, et donc probablement ces souffles spectraux, indépendamment de ce qu'en dit l'auteur de façon explicite, représentent probablement des centaines, voire des milliers d'individus différents. Jusqu'à présent, la première guerre du Pacifique est toujours restée sous la surface de la vision historique des hommes. Le roman Moby Dick l'a fait apparaître de façon très symbolique en 1851, puis redisparaître complètement à partir de 1853. Sur le plan historique, c'est le Japon qui passe sous contrôle américain et qui est obligé d'ouvrir ses ports aux baleiniers américains cette année-là. Et la même année, les exemplaires du de toute façon peu vendu roman de Melville sont intégralement détruits dans un incendie. Et le roman ne retrouvera de véritables couleurs. Il sera réédité à partir des années 20, mais sans aucune consistance et sans aucun effet. Il retrouvera de véritables couleurs plus d'un siècle plus tard, en 1956, à travers le film somptueux de John Huston et du scénario non moins somptueux de Ray Bradbury, qui n'a trouvé aucun équivalent ni de près ni de loin jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, certains critiques, certains spécialistes de la littérature considèrent que, comme l'a fait Dostoïevski en Russie, Melville
pour les États-Unis et à la même époque, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, porte à travers sa littérature, et notamment les frères Karamazov pour Dostoïevski d'une part et Moby Dick pour Melville d'autre part, une prolongation, une continuation des textes sacrés. À cet égard, Moby Dick est considéré aux États-Unis comme une forme de troisième testament, et on peut rajouter de ce point de vue-là que ce troisième testament étant l'illustration d'un mythe judaïque, il se réfère aussi à d'autres mythes, comme les mythes maoris et d'autres civilisations du Pacifique, et que, à ce titre, notamment, les fantômes qui apparaissent au-dessus des cachalots morts, les fantômes blancs, leurs esprits sont en quelque sorte des cachalots de l'Apocalypse. La prochaine fois, nous allons montrer comment le roman Moby Dick est en quelque sorte une véritable baleine de Troie pour l'Amérique des années 1850 à nos jours, en se référant à un mythe maori, et pas seulement au mythe grec, et surtout de se projeter dans le XXIe siècle pour définir les conditions réalistes à travers un projet original et de grande ampleur, la réémancipation de nos civilisations, aussi bien humaines que cétacéennes. Je vous remercie, à bientôt.